On se retrouve sur le magnifique site d'école militaire. Finalement, quoi de mieux que pour ce 8 mai d'être dans ce lieu chargé d'histoire. Et justement, en parlant d'histoire, eh bien, je suis avec Pierre qui est historien et réserviste. Bonjour Pierre. Bonjour Louis. Merci de prendre un petit peu de temps pour venir nous parler de l'histoire de la réserve. Alors j'ai envie de dire l'histoire des réserves parce que dans l'histoire de France, il y a eu plusieurs types de réserves, plusieurs types de réservistes. Il y a d'ailleurs eu plusieurs gardes nationales. La garde nationale moderne qu'on connaît aujourd'hui a été créée en 2016, mais en fait c'est une recréation puisque dans l'histoire, il y a déjà eu une garde nationale, c'est ça Pierre? Tout à fait. À partir de la Révolution, puis plus tard jusqu'à la guerre de 1870. Voilà, alors on va remonter encore un petit peu plus loin parce que on va essayer de voir à peu près à partir de quand on parle de réservistes. Alors je crois que ça remonte au Moyen-Âge, Pierre, hein? On peut recommander ça au Moyen-Âge, notamment la guerre de Cent Ans. Et à la fin de cette guerre, Charles VII va créer ce qu'on appelle les compagnies d'ordonnance en 1445, qui est la première forme d'armée permanente. Et il va renforcer cette armée permanente avec les francs archers, qui permettra justement d'apporter une réserve à cette compagnie d'ordonnance. Alors qu'est-ce que c'est ça, les francs archers? Eh bien, les francs archers, comme son nom l'indique, ce sont des archers. Donc, ce sont des roturiers pour la plupart, encadrés en général par une petite aristocratie, qui sont donc comme les roturiers, c'est le tiers état, c'est ceux qui ne combattent pas, qui vont devoir justement se former pour combattre. En gros, ce qui s'est passé pendant la guerre de Cent Ans, c'est que les Anglais venant du Nil et étant peu nombreux, vont mettre en place un système de chevauchée. Ce qui s'apparenterait aujourd'hui à des raids, un peu de la guérilla si on veut. Ils vont partir, ils vont tout raser, ils vont revenir avec du butin. Et le problème avec ça, c'est que l'armée médiévale, l'host médiéval, donc les chevaliers, vont pas réagir correctement. Donc ce qu'il va falloir faire, et ce qui a été fait à la fin de la guerre de Cent Ans, c'est réagir au sein des citadelles et au sein surtout de ceux qui ne combattent pas. Donc comme je disais, les roturiers. Et donc les francs archers vont être appelés par Charles VII pour suppléer les compagnies d'ordonnance, donc l'armée professionnelle de chevaliers, et apporter justement une plus-value que d'entraînement qu'ils ont pu avoir, qu'ils doivent avoir régulièrement, avec de l'archerie et aussi de l'artillerie qui va être développée par la suite. Donc on a ces francs archers, donc c'est un art, hein, c'est un art militaire, hein, quand même, de tirer à l'arc. Donc ça nécessite de la formation. Tout à fait. Donc là, on prend finalement ces réservistes, dont ce n'est pas le métier et on les forme à devenir des archers pour, défendre, la citadelle, le lieu où ils sont. C'est ça, en fait? Si je vais faire un parallèle avec aujourd'hui, même si voilà, il y a des années, enfin des centaines d'années de différence, mais les francs archers devaient se former régulièrement. Ils devaient être financés par la cité, par la paroisse en l'occurrence, parce que tout était formé autour de la paroisse à cette époque-là, en unité administrative. Donc parce qu'il y avait un équipement à avoir. Donc voilà, l'arc en tout cas, les petites épées, des dagues, etc. Donc tout l'équipement qui était formé, financé par la paroisse. Des formations qui se faisaient en général le dimanche après la messe. Et comme on le voit, francs archers, il y a le mot franc devant, c'est-à-dire qu'il y avait certaines taxes, certains impôts qui ne payaient pas pour le service justement rendu au royaume. Comme aujourd'hui, quand on fait des périodes de réserve, la solde n'est pas imposable. Ça disparaît et à quel moment on reparle justement, alors peut-être on parle de réservistes, hein, je crois que ça va arriver là? Alors les services, on n'y est pas encore. En revanche, une initiative qu'il faut qu'on garde à l'esprit, c'est à la fin du XVIIe siècle, sous Louis XIV. Louis XIV a été un roi qui a fait beaucoup de guerres, et à la fin du XVIIe siècle, dans les années 1690, il se retrouve en guerre contre toute l'Europe. C'est ce qu'on appelle la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Louvois, qui était le ministre de la guerre, va créer ce qu'on appelle les milices provinciales. Les milices provinciales, voilà, on revient sur le même principe que les francs archers, avec bien sûr, ils vont remettre ça au goût du jour, on n'aura plus des arcs à ce moment-là, mais la milice provinciale va justement être l'appel de ceux qui ne combattent pas à défendre le royaume. De deux sortes. Au début, pour combler les citadelles. Louis XIV, c'est Vauban également, c'est celui qui a fait tout l'effort qui protège la frontière du royaume au nord et à l'est notamment. Et donc ceux qui ne combattent pas vont être envoyés dans les citadelles, et ceux qui étaient dans les citadelles vont aller combattre sur le front. En campagne, comme on dit à l'époque. Donc ça, c'est Louvois qui va mettre ça en place, et ça a permis, pour Louis XIV, de faire face à l'Europe et de remporter cette Ligue d'Augsbourg. Et ces milices vont tenir jusqu'à la Révolution française. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Alors bien sûr la Révolution, mais est-ce que cette milice provinciale, elle va disparaître en même temps que justement la fin de la royauté? Alors, elle va disparaître en même temps que la fin de la royauté. Pendant la Révolution, vu que la France va mener une véritable révolution politique, l'ensemble de l'Europe va condamner cette révolution. Donc, ce qui va se passer, c'est que l'ensemble de l'Europe va se retrouver dès 1792 en guerre contre la France. Et à nouveau, la France est dans une situation plus que périlleuse et va devoir s'appuyer sur des volontaires, mais pas que. Le mythe de l'an 2, par exemple, des volontaires de l'an 2, mais aussi tous ceux qui vont devoir venir combattre pour défendre la France.
jusqu'à 1799, où la loi Jourdan va instaurer la conscription, qui prendra fin en 1997 avec la loi Chirac. Alors, on revient sur la Révolution française. Donc, juste après, on a l'Empire, hein, l'époque napoléonienne. Est-ce qu'on parle de garde nationale d'ailleurs? Alors la garde nationale existe encore sous l'Empire, mais elle se cantonne, comme un petit peu avec la milice provinciale, à défendre les frontières. Donc, la garde nationale, là dont on parle, c'est celle qui a été créée avec la Révolution, qui est en fait peut-être le nouveau nom et la nouvelle formule de la milice provinciale, c'est ça? Pas vraiment, pas vraiment. Ça a la même origine, mais la garde nationale, qu'on peut plus tard se rappeler garde bourgeoise d'ailleurs, par rapport à la bourgade, la cité, la ville, tout le milieu urbain. La garde nationale, qui va d'ailleurs être son premier commandant était le marquis de Lafayette, qui a été créé donc en juillet 1789. Son premier but, c'est de protéger la cité. C'est-à-dire qu'il y a une zone de tension, un moment de tension. En l'été 1789, il y a certes eu la Bastille, il y a certes eu l'abolition des privilèges en août, mais pour autant, on ne sait pas encore vers où ça va. Donc la garde nationale est garante de la sécurité des cités, des villes du Royaume de France. Mais attention, hein, ce ne sont pas des réservistes, hein. Non. Non, ce ne sont pas des réservistes, ce sont des hommes qui vont prendre les armes, se former, qui en général sont bourgeois parce qu'il faut l'argent pour pouvoir prendre les armes pour ça, et vont défendre justement la cité. Donc, faux amis avec ce terme de garde nationale, hein. Je vous disais en introduction qu'il y avait déjà eu une garde nationale dans l'histoire de France. Effectivement, c'est le cas. Et Pierre vient nous expliquer, non, attention, rien à voir avec les réservistes. Mais les réservistes, ils existent, puisque ce sont ceux qui ont fait leur service militaire. Et puis, en fait, à la fin de leur service militaire, ils restent à disposition. En fait, ils restent en réserve. C'est ça. Oui, de fait, il y a une réserve. De fait, tout ce qui s'est passé, c'est que lorsque vous avez fait votre service militaire, ensuite, vous pouvez être appelé pendant un temps en réserve. Enfin, sous la conscription, la réserve est fondamentale. Le meilleur exemple, c'est la Première Guerre mondiale, où il y a la classe qui était justement en service, qui va aller au combat dès 1914, et la classe professionnelle également, mais tous ceux qui ont fait leur service avant vont être aussi appelés. Maurice Genevoix, dans son livre Ceux de 14, dès les premières pages, parle des réservistes. On arrive bientôt sur notre période contemporaine. Tu l'as dit, fin de la conscription en 1797, en France en tout cas, donc ça veut dire fin du service militaire. Est-ce que quand même entre la Seconde Guerre mondiale et la fin du XXe siècle, il y a des faits notables à propos des réservistes et de la réserve en France? Alors par rapport à la conscription, oui. Les réserves, la Seconde Guerre mondiale, d'une certaine manière, on peut retrouver pas la réserve au sens strict du terme, mais l'idée de réserve. La résilience également. Pendant la Seconde Guerre mondiale, avec l'effet de résistance, avec ceux qui vont tout quitter pour aller combattre contre les puissances de l'Axe, ceux qui vont aller en Afrique, ceux qui vont rejoindre De Gaulle plus tard, ceux qui vont tenir le maquis dans le Vercors, etc., etc. Les exemples sont très nombreux, où des hommes qui n'étaient pas militaires, ou qui l'ont été, vont s'engager pour défendre la France. Qui ne sont pas des réservistes, mais un peu le même principe des gens qui ne sont pas vraiment militaires à l'origine, qui vont venir défendre la France. Et donc on arrive à la suspension de ce service militaire par le président Jacques Chirac en 1997. Et donc là, on va dire ça bouleverse tout parce que forcément, ça nécessite de réfléchir à cette notion de réserve qui était un peu automatique avant, hein. Je le redis, on faisait son service militaire et puis hop, derrière, en fait, on était automatiquement réserviste. En tout cas, on était en réserve. On rappelle aussi que ça ne concernait que les hommes, hein. Le service militaire ne concernait que les hommes. Et là, justement, avec cette réserve dite moderne, qui ensuite sera regroupée à partir de 2016 sous la garde nationale. Quels sont les changements justement de cette réserve moderne avec la fin de la conscription? Alors, certains disent que la réserve moderne remplace la conscription. Sauf qu'il y a une base de volontariat, contrairement à la conscription où on n'avait pas le choix, enfin quasiment pas le choix. Là, c'est sur le volontariat. Ce qui se remplace, c'est déjà le changement, comment dirais-je, stratégique. Dans le sens où, de la Seconde Guerre mondiale à la fin de la conscription, il y avait la guerre froide. Donc on savait qu'il y avait le bloc de l'Est en face, on savait qui était l'ennemi, on savait comment il allait combattre, et on en savait comment nous on allait combattre. Donc tout l'appareil militaire était tourné sur la guerre contre le bloc de l'Est. Que ce soit le matériel, les hommes, la présence des régiments, des brigades, etc. Avec la fin de la guerre froide, dans les années 90, l'hyperpuissance américaine et européenne occidentale fait qu'il n'y a plus vraiment d'ennemis. Sauf que dans les années 2000, et encore plus dans les années 2010, l'arrivée sur le territoire du terrorisme
avec le Bataclan, avec Charlie, avec Nice, etc. Cette arrivée-là massive sur le territoire va remettre en question la défense du territoire par ses citoyens. Et la réserve opérationnelle notamment, va répondre à ça. Puisqu'il y a un besoin en hommes, notamment pour l'aspect pratique en sentinelle, par exemple, tout simplement pour quadriller le territoire et lutter contre le terrorisme. Mais il y a aussi un besoin moral dans la lutte contre le terrorisme. Et encore aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui, je dirais même, donc il y a toujours la question du terrorisme, mais il y a aussi la question des instabilités géopolitiques dans le monde, et cette instabilité qui pose question sur notre modèle militaire, et la réserve aujourd'hui, comme le montre la loi de programmation militaire, monte en flèche sur les effectifs, les effectifs qui vont être doublés, monte en flèche sur les missions également. Moi, je peux parler de personnellement, là où je suis, on a de plus en plus de missions intéressantes. On monte aussi en capacité opérationnelle en étant sur véhicules blindés légers, ce qui permet de se spécialiser. Les réserves se spécialisent parce que justement l'idée c'est que la réserve soit une hybridation de l'active et qu'on arrive sur un soldat d'actif pour un soldat de réserve. Je rappelle qu'on a Pierre, donc, qui est historien dans le civil et qui est réserviste opérationnel dans l'armée de terre. Merci beaucoup Pierre pour ces éclairages, et puis on salue le 1er régiment de Spahis, le 7e escadron, donc, qui est composé de réservistes opérationnels, j'imagine. Tout à fait, 145 réservistes opérationnels. On a 2 escadrons de réserve en plus, ce qui est un cas vraiment intéressant, de voir 2 escadrons de réserve au sein d'un régiment. Parfait, et j'espère que vous avez bien écouté Pierre, parce que quelque chose me dit qu'il y aura un quiz avec peut-être des choses à gagner. À très vite.